Voilà, donc écoutez, bonjour à ceux qui arrivent. Nous allons démarrer dans seulement quelques minutes, on va dire dans 2 ou 3 minutes, le temps de laisser arriver les participants. Et donc, on est ici pour présenter un autre module de formation. Alors, quand on parle de module de formation innovant numérique, celui-ci, il est particulier parce que c'est un très gros module qui a mobilisé une grosse équipe de concepteurs et qui porte sur les process agroalimentaires. Donc, pour accueillir les 3 intervenants, donc là aussi, on a une belle équipe d'intervenants. Donc, Guy Delaval qui va démarrer cette intervention, qui est le pilote de la conception de cet ensemble de modules numériques. Et ensuite, on aura 2 enseignants-chercheurs, donc Guy qui est chercheur à INRAE, et on a 2 enseignants-chercheurs, l'une de l'Université de Montpellier, Valérie Guillard, et l'autre d'AgroParisTech, Christian Tréléa, qui présenteront la façon dont ils ont utilisé certains des modules du module parcours qui s'appelle Mestral. Donc, je vais laisser la parole à Guy pour introduire et puis pour, du coup, nous expliquer ce que veut dire Mestral. Eh bien, bonjour à tous, merci d'être là. Pour vous expliquer ça, je vais commencer par faire mon partage d'écran, non sans quelques... Oui, peut-être avant, du coup, pendant qu'il met son partage d'écran, j'attendais qu'il y ait le maximum de personnes. Vous avez, pour interagir avec nous, vous avez 2 possibilités. Vous avez le chat que certains ont déjà utilisé. Merci à eux pour leur bonjour. Et puis, donc là, c'est essentiellement si vous avez des problèmes techniques ou si vous voulez communiquer effectivement avec les conférenciers ou entre vous, mais sans poser de questions, puisque comme après les présentations, nous aurons un échange de questions-réponses, je remercie tout le monde de poser les questions dans la rubrique Q&R, ce qui nous permet de pouvoir suivre plus facilement les questions qui arrivent et que l'on peut restituer aux intervenants pour qu'ils puissent vous répondre. Voilà, donc Guy est prêt et donc tu as la parole. Donc, j'ai la parole, merci. Et vous, vous avez une vision normalement claire et nette de mon écran. Tout à fait. Donc, Mestral, ça veut dire modélisation et simulation des transformations alimentaires. Et le projet a été construit via une approche d'ingénierie des connaissances, donc, que je vais vous expliquer. La présentation se déroulera suivant ce qui est indiqué là, c'est-à-dire une petite présentation générale de Mestral et les motivations qui ont conduit à son élaboration. Quelques éléments justement sur la représentation des connaissances. Et on va insister sur une des originalités qui est d'impliquer des modèles et des simulateurs. Et ensuite, vous aurez les témoignages de mes 2 collègues, mes vaillants collègues Valérie et Christian, qui ont suffisamment testé Mestral avec pas mal d'étudiants. Voilà, donc c'est une réalisation, comme l'a dit Philippe, de pas mal d'équipes dans différents instituts. Je n'ai pas encore mis le nouveau logo d'INRAE, pardon pour ça. Mais bon, vous voyez tous les participants, bien sûr, de ce projet qui reposait sur le projet AgreenCamp, bien sûr, qui était financé par l'AMF. Donc, qu'est-ce que c'est Mestral? Qu'est-ce qu'il y a dedans? D'abord, il y a 15 modules pédagogiques numériques de tailles différentes. On peut y passer 5 à 18 heures. Pourquoi 18 heures? On aurait pu mettre 20 peut-être. Enfin, dans l'ensemble, ça représente à peu près 150 heures. Donc, alors, pourquoi faire? Bien sûr, pour acquérir des connaissances sur les mécanismes régissant les transformations des produits alimentaires et comprendre leur mise en œuvre par les procédés. Et aussi, enfin là, ça c'est plutôt l'aspect cognitif, et aussi l'aspect des compétences pour être capable de proposer des réglages de procédés et des formulations afin de concevoir des aliments aux propriétés ciblées. Alors, qui sont les acteurs? Je vais les détailler un peu après, mais il y a 25, pas 25, 26 chercheurs et enseignants-chercheurs qui sont en fait en quelque sorte des experts scientifiques de leur domaine, donc différents établissements. Et là-dedans, on avait une petite équipe de 2 coordonnateurs de projet, dont moi-même et Amadou Ndiaye, que je salue, là, qui est participant. Un chef de projet, c'est Johanna Souchou, qui est aussi, j'espère, participante. Et un informaticien qui est Christophe Fernandez, qui a beaucoup travaillé, notamment avec Aristide Boucaré dans AgriNew. Et alors, donc, comme j'ai dit, ça repose sur des livres de connaissances électroniques qui comprennent
différentes parties, notamment des simulateurs et aussi des exercices d'entraînement. On va présenter ça un tout petit peu plus en détail. Et in fine, dans la version qui est présente sur Agrigno actuellement, il y a des tests, d'abord en amont du module pour le positionnement des prérequis, et ensuite, in fine, à la fin de la navigation sur le module, pour évaluer les acquis. Donc ça se destine à tous les étudiants qui sont en formation initiale, bien sûr, peut-être quand même plutôt au niveau licence, master. Ça pourrait être sympa aussi pour des doctorants qui attaquent un domaine sans forcément le connaître a priori. Et bien sûr pour la formation continue, pour tout cadre ou personnes de l'industrie agroalimentaire et toutes les personnes qui sont intéressées par le domaine des transformations alimentaires. Et peut-être aussi, d'une manière un peu plus ponctuelle ou pas tout à fait anecdotique, les gens qui sont intéressés par la modélisation et la simulation. On verra pourquoi ensuite. Alors, qu'est-ce qui a conduit à la genèse de ce projet? C'était qu'on était les 25, 26 personnes là, que j'ai évoquées, étaient d'accord tous pour dire que les modèles et les simulateurs, pour représenter des systèmes associant des procédés des produits dans l'industrie agroalimentaire, c'est quand même très intéressant, chacun le pratiquant, même dans son propre enseignement. Et donc, mais chacun de son côté, en quelque sorte. En tout cas, ce qu'on constate généralement, c'est que l'utilisation des modèles et des simulateurs dans l'industrie alimentaire est très limitée. Alors pourquoi? Sans doute y a-t-il des obstacles théoriques, des lacunes, notamment potentiellement des étudiants en physique notamment. Et donc, on pense qu'on peut surmonter ça par l'enseignement et la formation des jeunes qui vont être des cadres de l'industrie agroalimentaire. En même temps, désolé, il y avait une démarche à l'intérieur du département CEPIA d'INRA, qui est maintenant le département Transform depuis INRAE, sur la modélisation, l'intégration des connaissances et bien sûr pour les transmettre. Donc on était dans les bonnes conditions pour élaborer une réponse générique pour faire appel à des ressources numériques reposant à la fois sur ces livres électroniques de connaissances et ces modèles de simulateurs. Ça tombe bien. En même temps, Philippe Prévost lançait une réponse à l'appel à projet que j'ai essayé au PIA, là, que j'ai essayé d'illustrer en bas à droite, là, dans le cadre de l'appel d'offres IDEFI sur la formation innovante numérique. Et donc, il nous a accueillis à bras ouverts et je l'en remercie. Et donc, ce qu'on a fait, ce qu'il en résulte, ça peut être illustré par ça. C'est-à-dire que vous avez soit une tablette ou c'est votre écran d'ordinateur dans laquelle, bien sûr, vous avez des informations qui peuvent partir. Alors, on va commencer peut-être par les cartes conceptuelles, puisque c'est la plus grande originalité, disons, c'est typique des éléments de représentation des connaissances. On propose des parcours, vous verrez des illustrations de tout ça, des exercices, des nuages de mots-clés. Bien sûr, pour naviguer dans tout ça, il y a un moteur de recherche, il y a un glossaire très important, bien sûr, parce que les termes peuvent être différents d'un module à l'autre, et bien sûr de la bibliographie, parce que tout ça est fondé sur des travaux de recherche scientifique. Les simulateurs, ça j'ai assez insisté là-dessus, qui proviennent de modèles qui ont été publiés dans des revues scientifiques, bien sûr des images et des vidéos, et enfin, de manière tout à fait connexe aux cartes conceptuelles, des fiches de connaissances. Alors je vais montrer, je vais zoomer un tout petit peu, on va continuer l'immersion dans le livre de connaissances. Le glossaire, il se présente comme ça. Bon, là, je pense que je l'ai tiré directement du module sur l'affinage des fromages. Bon, on définit l'affinage, on définit aussi ce que c'est qu'un apprentissage. Donc, vous voyez des notions très différentes qui peuvent être juste à poser dans ce module. Des fiches de connaissances. Alors, les fiches de connaissances, elles se présentent sous forme de 7 champs différents. Donc, le titre, bien sûr. Vous avez une figure ici. Alors, vous ne le voyez pas. Alors, vous allez dire, la figure, elle est petite, normale, mais quand on clique dessus, elle doit pouvoir s'agrandir. Vous aurez peut-être un exemple via l'animation que va proposer Valérie, je ne sais pas. Et en tout cas, vous avez un commentaire à côté. Vous avez le nom des auteurs, bien sûr, des mots-clés sur lesquels on peut cliquer pour avoir la définition, et voir aussi qui peut renvoyer à d'autres fiches de connaissances, et bien sûr la référence bibliographique. Et ça, on peut y accéder via des cartes conceptuelles, par exemple ici, toujours tiré du module affinage du fromage, la définition de ce que c'est qu'un fromage de type camembert. Vous voyez la petite icône ici, dans l'utilisation véritable des livres de connaissances. Si je cliquais là-dessus, j'ouvrirais une fiche de connaissances qui expliquerait, un peu à l'instar de celle-là, ce qu'est ce fromage.
Voilà. Alors, les cartes conceptuelles, ça se définit par des relations qui sont bien établies, hein, qui, je vous dis, ça vient du domaine de l'ingénierie des connaissances. Donc, ça va du générique au spécifique. On prend un concept et on dit, voilà, à quel type appartient, à quelle catégorie appartient ce concept. Donc là, ici, le fromage, voilà, c'est un fromage à pâte molle et à croûte fleurie. Et par contre, on dit aussi de quoi il se compose, en fait, hein, qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les relations méréologiques. Donc voilà, ce fromage, il est constitué de micro-organismes, entre ingrédients, etc. Et tout ce qui est à droite et qui est en vert ici, c'est ce qui permet de caractériser ou d'étudier ce concept. Alors, il y a une définition, ça c'est couramment utilisé dans ce qu'on appelle les livres électroniques de connaissances. On a eu un apport tout à fait décisif et qui est un peu le pivot de cette approche-là, c'est la carte conceptuelle du modèle. En fait. Ce que je vous ai dit, ça repose sur des modèles qui ont été publiés, des modèles scientifiques. Alors, euh, ici, j'ai pris l'exemple de l'écoulement de la sauce d'amidon dans un échangeur tubulaire. On dit, voilà, qu'est-ce que c'est que ce modèle? C'est un modèle d'écoulement, c'est quel type de ce modèle? Donc, on retrouve la relation taxonomique. Par contre, on a modifié la carte classique, la carte canonique, en ajoutant un volet qui est quelles sont les hypothèses de ce modèle. Donc, voilà, on suppose que l'écoulement est établi, etc., et que le mélange est parfait. Et ensuite, pour ce qui est de la caractérisation, ce modèle est caractérisé par des entrées et des sorties. Donc, c'est qu'est-ce qu'il faut donner au modèle pour qu'il calcule et que va-t-il calculer. Donc, évidemment, connaissant la géométrie de la conduite, les conditions opératoires, etc., on peut calculer le champ de température, le champ de vitesse, etc. Et il est implémenté à droite par un simulateur. Donc, je vais vous donner un exemple de simulateur, comment ça se présente. Voilà, c'est le simulateur. J'ai pris, comme on n'est jamais aussi bien servi par soi-même, je vous ai pris un simulateur sur le module auquel j'ai contribué directement, parce que c'est celui de la extrusion divise de l'amidon. Donc voilà, j'ai des paramètres qui vont prendre une valeur qu'on peut fixer en bougeant, en modifiant ce bouton, le positionnement du bouton. Et une fois que voilà, j'ai fixé mes paramètres, je clique sur afficher les résultats et je vais faire apparaître les résultats sous forme d'ABAC représentant différentes grandeurs physiques, mais sorties en fonction de différents paramètres. Vous ne les voyez pas ici, je m'en excuse, mais c'est bien normal. Si on cliquait dessus dans l'utilisation réelle, on les agrandit comme c'est indiqué. Aussi imprimer. Donc là, on calcule l'énergie spécifique, voilà, tout ce que permet de calculer le modèle d'extrusion divise. Donc en gros, il n'y a pas besoin de comprendre comment fonctionne le modèle précisément pour utiliser le simulateur. Donc c'est un peu l'idée, je pilote la voiture, mais je ne sais pas très bien comment fonctionne le moteur. Donc ça peut être utilisé bien sûr pour faire des TD, voire des TP virtuels. Mais en revanche, ce que je n'ai pas dit dans la carte conceptuelle du modèle, c'est que on peut accéder aux équations du modèle par la carte et par des fiches de connaissances. Voilà, je crois que je vous ai présenté un petit peu tout. Le portail tel qu'il se présentait dans la version bêta, pour vous donner un aperçu de l'ensemble des modules qui sont au nombre de 15. On les a représentés sous forme de cette spirale en partant des petites échelles près du centre et des grandes échelles, la chaîne du froid étant la plus grande échelle, et la plus petite, c'est un module sur la friture et l'échangeur tubulaire pour les son amidon. La coloration rouge, c'est plutôt pour vous dire, c'est des cas où on étudie les transferts de matière et de chaleur. Et la coloration bleue, c'est plutôt des problèmes d'écoulement et de rhéologie. Et aujourd'hui, c'est accessible sur AgriNew. Avant, ça l'était sur le serveur de Bordeaux. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus, on a fait une publication qui est récemment apparue dans le Journal of Food Engineering. Hein, donc, vous voyez le titre. Et puis, je vous remercie de votre attention. On va vous répondre à vos questions. Je remercie aussi tous les contributeurs et plus particulièrement Johannes Ruchtu, qui a été le chef de projet et qui a vraiment été à la fois la cheville ouvrière, le contact avec toutes ces personnes-là, et qui a réalisé tout ce qu'on va vous montrer, et puis que vous avez en photo ici. Vous la reconnaîtrez après si elle prend la parole. Et maintenant, je vais passer la parole à Valérie, je pense, et vous parler du module, et je vais arrêter le partage de mon écran. Merci beaucoup, Guy. Donc, effectivement, Valérie va
se mettre en position en partageant son écran pour son diaporama. Donc, comme vous avez compris, hein, ces modules qui ont été montés à GreenCamp, ce sont des modules de formation qui associent les travaux de recherche et l'enseignement, d'où cette forte originalité et l'appui sur des connaissances stabilisées dans le domaine des process agroalimentaires et donc qui assure une certaine pérennité de ces modules de formation. Donc maintenant, on va pouvoir voir des cas d'usage en enseignement pour donner envie à d'autres de pouvoir les utiliser. Donc Valérie, vous avez la parole. Bon, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien, que vous voyez bien mon écran. Très bien. Ça marche, ok. Donc moi, je vais vous faire un petit retour d'expérience sur un module en particulier et son utilisation dans le cadre d'enseignement. Donc je vais vous parler un peu plus du module du livre de connaissances emballage des produits secs et emballage sous atmosphère modifiée des aliments frais. Donc beaucoup de contributeurs derrière au simulateur et à la connaissance qui est mise dans ce livre, même si je n'ai pas indiqué tout le monde hein, sur ma diapo, mais il y a beaucoup de gens de l'Université de Montpellier, de l'INRA, de l'EMERIAD qui ont contribué. Alors, déjà, pourquoi l'emballage ? Quelques petits éléments de compréhension. Pourquoi on a développé des simulateurs d'emballage ? L'emballage, c'est un outil pour vraiment important dans la conservation des produits. Et si on prend par exemple cette pomme, que l'on veut faire un produit prêt à l'emploi, tranché, inévitablement, on va vouloir éviter des problèmes d'oxydation. Je repasse la diapo d'après. Voilà, d'oxydation de ces tranches de pommes liées à des phénomènes faisant intervenir des transferts d'oxygène. Donc l'emballage, il a tout son rôle là puisqu'il va maintenir le produit dans un environnement qui va être apte à sa conservation. Donc dans ce cas-là, on va le mettre plutôt en anoxie, donc sous atmosphère modifiée, où on aura enlevé l'oxygène. Et l'emballage, par ses propriétés barrières, va limiter en fait la reprise en oxygène à l'intérieur du sachet tout au long de la durée de conservation de ce produit. Donc, propriété clé de l'emballage dans la conservation du produit, c'est bien ses propriétés de perméabilité au gaz, ici l'oxygène, hein, qui vont nous intéresser. Et quelle perméabilité au gaz doit-on utiliser pour ce produit-là ? Alors, même question que l'on peut avoir lorsque l'on s'intéresse à d'autres types de produits, par exemple ces biscuits, produits secs. Donc là, on va vouloir éviter une reprise en humidité qui risque d'entraîner une perte de croustillant pour le biscuit, donc le rendre impropre pour sa consommation. Donc l'emballage, là, il a vraiment un rôle qui est limiter la reprise en humidité, limiter la perte de croustillant du biscuit pendant toute la durée de vie prévue pour ce produit. Donc là encore, propriété clé, propriété de perméabilité à la vapeur d'eau. Et la question qui se pose, mais comment je peux trouver quelle perméabilité à la vapeur d'eau il me faut pour ce type de biscuit ou pour un autre et comment je peux m'y prendre? Quelles sont les connaissances dont j'ai besoin derrière? Alors, c'est un peu le rôle de Mestral et de ce module emballage, donc de proposer 4 simulateurs d'emballage qui permettent de répondre aux principales questions concernant le conditionnement des aliments secs, type comme ce biscuit, des aliments frais respirants, donc typiquement les fruits et légumes, et des aliments frais non respirants, donc emballés sous atmosphère modifiée, donc plutôt des produits carnés, fromages, poissons, etc. Donc, pour que ça soit un petit peu plus parlant, je vous propose une petite animation. Donc là, je suis connectée sur... c'est enregistré. Hein. Je me suis connectée sur le serveur AgriNew. Je me suis connectée au module Mestral et au livre de connaissances emballage. Et donc là, on a les principales questions qui vont être soulevées et que l'on va pouvoir résoudre grâce à ce livre de connaissances. Donc, comment choisir un emballage adapté aux besoins du produit? C'est quand même la question clé, le point de départ. Et on l'a vu dans ce que j'ai présenté avant, c'est aussi comment définir ces propriétés clés que sont les perméabilités, les propriétés barrières de l'emballage. Donc, comment choisir une perméabilité pour un produit donné? Comment sélectionner un emballage pour un produit respirant? Donc, quand on a des phénomènes de respiration qui s'en mêlent, donc on a besoin plutôt d'avoir des emballages qui, cette fois, ne seront pas barrières, mais plutôt perméables. Donc, comment ça se calcule?
Comment prendre en compte l'aspect multicritère du choix d'un emballage alimentaire? Dans ce module, vous verrez qu'on va plus loin. On ne s'intéresse pas uniquement aux propriétés de transfert que je viens de décrire dans mon introduction, mais on peut aussi prendre en compte, en plus de ça, d'autres aspects liés au consommateur, à son acceptabilité d'un emballage, à des contraintes industrielles. Ça peut être le coût, ça peut être la transparence, ça peut être des contraintes de process. Donc, vraiment, on a même un simulateur qui prend en compte ces aspects multicritères du choix d'un emballage, non pas basé uniquement sur des notions de propriété barrière. Voilà. Donc là, j'avais arrêté mon petit film. Donc, voilà, il présente les différentes questions. Ça s'applique à différents types de produits, je l'ai dit, aliments secs, aliments frais respirants, aliments frais non respirants. Donc, une carte conceptuelle telle que l'a présentée Guy sur les aliments frais non respirants emballés. Donc, par quoi sont-ils définis? Le processus de conditionnement sous atmosphère modifiée, une autre carte conceptuelle qui décrit ce processus. Donc, les paramètres qui vont influencer l'efficacité d'une atmosphère modifiée et quels seront les paramètres de sortie, notamment des compositions en gaz dans l'atmosphère, etc. Puis les différents simulateurs. Donc le simulateur GoFred, donc là on a cliqué dessus, tel qu'il se présente. Donc les différents curseurs que l'on peut activer. Donc on va pouvoir jouer sur la masse du produit, l'humidité relative de l'air externe, l'épaisseur de l'emballage, la durée de conservation qui est la durée de simulation, et bien sûr la perméabilité du film d'emballage. Donc sur le graphe, on voit à chaque fois l'évolution de la teneur en eau du biscuit, la valeur limite, et puis on vous dit si la solution d'emballage est satisfaisante ou pas. Donc en fonction de la perméabilité du matériau, de l'humidité relative de l'air externe, on peut avoir des cas où ce n'est plus acceptable. Là, on a une durée de vie de 42 jours, ce qui est peu pour un paquet de gaufrettes. Voilà, donc on sait que cet emballage ne conviendra pas. Voilà, donc on peut explorer pas mal de choses à l'aide de ce petit outil. On propose également 3 autres simulateurs d'emballage qui sont en fait des simulateurs qui sont hébergés sur une autre plateforme, hein, qui n'ont pas été développés sur le mode de celui-là, mais qui sont accessibles également via le livre de connaissances. Voilà. Petit retour d'expérience sur l'usage de ces modules en enseignement. Alors, en enseignement, donc, on a utilisé 3 modules, pas que celui sur l'emballage. On a aussi étudié celui sur le séchage, le refroidissement de carcasses de viande. Donc 3 livres de connaissances qui ont été testés uniquement en session semi-dirigée, donc dans le cadre de TD en présentiel avec le groupe d'étudiants. Donc c'est 40 étudiants maximum, hein, en demi-groupe, mais en tout cas voilà. Donc en présentiel, ils sont sur poste informatique et en fait on leur donne un énoncé de TD qui les guide et qui leur permet d'avancer dans le livre de connaissances. Alors, pourquoi on a fonctionné en semi-dirigé? Parce qu'on s'est intéressé, ces livres de connaissances ont été testés auprès de DUT, deuxième année, et des licences. Donc, peut-être à un niveau, peut-être un peu... C'est-à-dire que les modules de Mestral sont plutôt dédiés, je trouve, en termes de contenu, à des masters, donc M1, M2. Et peut-être que là, on était un peu trop... nos étudiants manquaient un peu de prérequis pour développer et utiliser pleinement l'outil en auto-apprentissage, hein, en étant seul devant le poste. Donc, globalement, on a eu des retours très, très positifs d'un enseignant qui a collaboré à cet essai. Donc, très bon outil pour la réalisation d'un TD, clair, efficace. Donc, en tout cas, pour des bacs plus 2, bacs plus 3. Les étudiants ont mentionné que c'était un enrichissement de leurs connaissances puisqu'ils pouvaient découvrir d'autres aspects d'opérations unitaires qu'ils n'avaient pas forcément vus en cours en présentiel, donc en cours magistral, etc. Ce qui est très bien apprécié, c'est l'auto-évaluation qui est proposée par le module, les exercices aussi d'auto-apprentissage et le test des acquis. Voilà. Donc ces 2 aspects de l'auto-évaluation sont très bien vus par les étudiants. Voilà, les aspects un peu moins bien perçus. Donc, certains étudiants n'ont pas pu finaliser le module dans les heures prévues, telles que c'était mentionné sur le site. Bon, peut-être que c'était lié au niveau des étudiants qui n'étaient peut-être pas assez
en accord avec le niveau du livre. Et puis le niveau pas toujours adéquat par rapport à leurs connaissances préalables. Effectivement, ça rejoint ma première remarque. C'est que là, on est sur des bac plus 2, bac plus 3. Donc, on n'a pas forcément toutes les connaissances après pour bien comprendre tout ce qui peut être développé après dans les différents modules Mestral. Voilà. Mais en tout cas, un retour très positif, quelque chose qu'on va poursuivre, aussi bien au niveau DUT, licence, et que l'on compte également mettre en place au niveau master. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci. Les questions vont arriver de toute façon à la suite. Hein. On a déjà quelques questions enregistrées. Le mieux est de pouvoir donner la parole aux intervenants. Donc, Christian, si tu peux maintenant partager ta présentation de manière à terminer l'ensemble des présentations. Donc, je pense que, en tout cas, c'est une question, c'est un point important, Valérie, ce que tu as avancé sur l'usage dans les formations inframaster, puisque en particulier pour des DUT, mais aussi pour des BTS agroalimentaire, il faut voir l'intérêt et peut-être les conditions d'usage. Ça sera peut-être une question si personne ne la pose. Conditions d'usage qui ne soient pas en auto-formation pour des étudiants qui seraient en formation inframaster. Merci. Donc, on continue avec Christian. Donc, ta présentation est OK. Ton son, a priori aussi. Donc, tu as la parole. Bonjour à tous. Je vais vous parler très rapidement du module qui concerne la libération in vivo de composés d'arômes lors de la consommation d'un yaourt. L'idée étant de voir la bouche, le pharynx et le nez du consommateur, comment procéder des transformations et appliquer des concepts de génie des procédés pour étudier le transfert de matière et notamment la libération des composés aromatiques et la façon dont ils arrivent dans la cavité nasale et aux récepteurs qui sont là-dedans. Donc, on était surtout 2 personnes à travailler sur ce module, donc Valérie Lattès, ma collègue, et puis moi-même, sachant qu'il s'appuie sur des travaux de recherche qui intègrent une bonne dizaine de personnes depuis 10 ou 15 ans au labo. Donc, l'assise est très large, mais bon, c'est nous qui avons vraiment réalisé le module d'enseignement en question. Alors, comme tous les autres modules de Mestral, donc, il y a différentes composantes qui sont rappelées ici. Bon, il y a une petite vidéo d'introduction, il y a des tests de positionnement, il y a des tests d'évaluation. On a des fiches de connaissances, donc ici par exemple sur la physiologie de la bouche. Bien sûr le fameux simulateur, donc qui est le nœud de tout le module. Et ce qu'on propose également, ce que tous les modules ne proposent pas toujours, c'est un parcours. Alors, un parcours qui est guidé, mais qui ne couvre pas tous les aspects du module, loin de là. Mais permet quand même aux gens d'avoir un point d'entrée et ne pas être perdu en explorant un peu tout partout. Alors, du coup, je ne vais pas décrire vraiment le module. Par contre, je vais plutôt parler de ce qu'on a ressenti après l'avoir utilisé. Donc, on l'a utilisé d'un côté pour les élèves ingénieurs de l'AgroParisTech, donc une quinzaine d'élèves dans un enseignement de 3e année qui s'appelle Arômes et Parfums, ça tombe bien. Ma collègue Valérie Lattès l'a utilisé pour des élèves de l'ISIPCA, donc c'est une école de parfumerie de Versailles. Et chacun d'entre nous l'ont également proposé à des masters internationaux. Donc, on a la chance d'avoir une version en anglais, sous forme de bonus. Alors, les modalités sont un petit peu différentes. Donc, pour tout ce qui est AgroParisTech et ISIPCA, c'est un hybride dans le sens où on leur a donné le lien 10-15 jours à l'avance pour qu'ils explorent le module par eux-mêmes. Et arrivé en classe, on a fait des rappels du module, on a posé des questions et puis des travaux dirigés qui sont basés sur le simulateur, notamment en intégrant quelques calculs. Pour les masters, ça s'est passé entièrement à distance, c'est-à-dire qu'on leur a donné le lien et un certain délai pour explorer le module et ensuite répondre aux questions et évaluer également le module. Alors, le temps consacré est assez difficile à évaluer, donc d'après leur réponse, c'est entre 2 et 6 heures par étudiant. Donc c'est difficile quand même de l'évaluer pour nous. Bon, comme c'est un présentiel, c'est demi-journée, donc c'est
TD de 3 heures. Bon, de manière générale, ils sont très contents. Quand on leur pose la question à la fin, les questionnaires de satisfaction sont très, très positifs. Bon, quand on pose des questions plus précisément sur le contenu, on se rend compte que tout n'a pas forcément été très bien compris. Donc, la partie séance en classe derrière, elle a quand même un certain intérêt. Alors, s'il faut faire quelques petits commentaires globaux sur l'ensemble de la chose, j'ai organisé ça sous forme d'un mini SWOT. Donc, ce qui nous paraît vraiment très intéressant, c'est l'organisation originale de cette connaissance sous forme de livres de connaissances. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est très usuel, même dans l'enseignement à distance ou en présentiel. Donc ça va très bien pour certaines personnes qui ont, je pense, le cerveau organisé d'une manière un peu en hypertexte, donc qui vont explorer tout à leur façon. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a des apports théoriques et des expériences virtuelles en simulateur qu'on peut faire en parallèle, donc c'est de manière très accessible et passer facilement l'un à l'autre, donc ça, je trouve que c'est très, très bien aussi. Et ce qui est bien sûr très précieux dans la période actuelle, c'est que ça peut se faire entièrement à distance. C'est fait pour, et ça a été très très précieux, hein, notamment quand on a basculé de manière assez impromptue de présentiel à distance. Alors, côté difficulté, on va dire, c'est un investissement assez lourd. Donc, pour donner un ordre d'idée, on a passé 2 ans à raison de réunions de 3 heures avec Johanna tous les mois pour construire tout ça, alors que le matériel en tant que tel, il existait déjà, à la fois le simulateur, les cours, les TD, tout était prêt. Donc, c'est juste la mise en forme. Quand les étudiants sont laissés tout seuls, on n'est jamais sûr qu'ils ont tout vu. Ils ont l'impression peut-être d'avoir tout vu, mais justement, à cause de cette organisation un peu tentaculaire, on n'est pas sûr qu'ils ont exploré toutes les parties. Et quand on pose des questions, on se rend compte assez vite qu'il y a certaines choses qu'ils n'ont pas forcément vues. Bon, d'où l'idée de donner un parcours, mais comme je disais, le parcours n'est pas exhaustif, donc il peut quand même rester des trous qu'ils n'ont pas vus. Au niveau opportunité, donc c'est une très bonne base pour discuter avec eux. Donc, contrairement à un cours magistral où on délivre les connaissances à sens unique, s'ils ont joué le jeu et s'ils ont bien exploré la chose, on peut discuter avec eux de manière très enrichissante. Et ça, à la fois, eux, ils aiment bien, et puis nous, ça nous paraît satisfaisant. Donc, pour les personnes qui se sentent à l'aise, donc le fait d'explorer ça de manière libre, c'est très bien. Hein. Mais il y a d'autres personnes qui ont peut-être une organisation un peu plus linéaire ou qui sont un peu perdues, peut-être qu'ils n'ont pas les bases, comme Valérie disait tout à l'heure. Eux, ça peut aussi les déstabiliser, hein, le fait de ne pas avoir de fil conducteur. Et puis évidemment, ce qui est facile, enfin agréable, c'est que c'est partageable facilement avec tout le monde. Donc au niveau des risques, on peut se demander, est-ce qu'ils ont vraiment retenu les messages essentiels que nous, on a voulu leur passer? Donc ça, quand il y a un retour en classe, on peut le vérifier et éventuellement repasser une couche. Quand ils sont en autonomie complète, ça, on n'est jamais sûr. Donc certains peuvent dépasser beaucoup de temps à comprendre un détail, en fait, ne pas saisir l'idée générale. La vérification des connaissances est aussi assez partielle. Les questions ne couvrent pas tous les aspects et elles sont figées. Donc, une fois que, disons, on ne peut pas vraiment utiliser ça si on veut une évaluation certificative, hein, parce que les réponses aux questions sont vite connues, WhatsApp est toujours là, donc ça, ils peuvent toujours reprendre les bonnes réponses sans forcément avoir compris ce qu'on leur demande. Aussi, une grande question pour nous, c'est comment le faire vivre, parce que bon, je ne sais pas comment les collègues procèdent, mais moi, en tout cas, les cours, je les bricole un petit peu tous les ans, donc des fois plus en profondeur, des fois sur le détail, mais j'interviens un peu chaque année dessus. Par contre, là, les interventions sont très lourdes, il faut des connaissances techniques assez pointues, et il faut quasiment lancer un projet chaque fois qu'on veut changer quelque chose. On l'a un petit peu vu pour la traduction en anglais, ça a demandé quand même un stage de 3 mois de licence d'une personne qui est étudiante en anglais.
Voilà, donc c'est à peu près ce que j'avais à vous dire. Donc si vous avez des questions, ce serait peut-être plus intéressant de discuter. Là. Merci beaucoup, Christian. Eh bien, donc, on a effectivement une belle palette à la fois du contenu et des usages. Donc, on va pouvoir maintenant répondre aux différentes questions. Donc, il y a une première, enfin, il y a trois questions qui portent sur l'accès. En particulier, une collègue d'AgroCampus, mais une autre personne de qui pose la question sur les possibilités d'accès à ces cours. Alors, Guy, je pense que tu voulais répondre, puisqu'AgroCampus fait partie de l'Institut Agro, qui lui-même fait partie d'Agrinium, sur l'accès au cours mestral. Quel est ton avis? N'oublie pas de mettre ton micro pour répondre. Bah, merci pour cette question qui est aussi qui est pas une surprise. L'accès, bah, c'est sur le site d'AgriNew, bien sûr, et à partir du moment où votre établissement est membre d'Agrinium, il y a aucun problème. Dans le détail, bah, faut envoyer votre liste d'étudiants et de mails à Aristide, quoi, tel que ça se fait en pratique. Hein. Je pense que Valérie et Christian, c'est comme ça qu'ils ont fait, quoi. Après, si vraiment ça coince que vous voulez voir uniquement, etc., je le dis vraiment sous contrôle de Philippe, j'ai une version de contrebande, là, celle que je vous avais mis dans la présentation, là, qui est encore disponible sur le site de Bordeaux, celle dont on s'était servi avec les contributeurs pour faire la mise au point, l'appropriation, etc. Donc, mais celle-là, elle est bon, c'est un peu comme si je vous vends la bagnole sans la carrosserie, quoi. Oui, donc il n'y a pas besoin de passer par la contrebande, puisque en fait, Voilà. Aristide Boucaré, dont j'ai pas mis son mail, mais effectivement, si c'est juste pour tester, pour voir si vous pouvez l'utiliser avec vos étudiants, Aristide.Boucaré, Aristide va mettre son mail dans le chat. J'ai mis aussi les deux mails de Guy et de moi-même. Quand vous avez besoin, en tant qu'enseignant, de tester pour voir si vous pouvez ensuite l'envisager pour vos étudiants, il suffit de demander un code d'accès à Aristide qui vous le donne pour que vous puissiez tester l'usage. Ensuite, pour que vos étudiants puissent y accéder, c'est vrai que là, ça dépend si vous êtes copropriétaire, dire enseignant d'un établissement qui a contribué au module, qui a contribué au projet global du consortium et du projet AgreenCamp, ou qui est extérieur. Et dans le cas de la situation extérieure, soit vous êtes dans l'enseignement supérieur français, soit dans l'enseignement supérieur étranger. Et donc, chaque cas doit être traité puisqu'il vous faut, avant de donner l'accès à vos étudiants, il faudra une convention d'usage qui peut être gratuite ou non, selon les usages que vous en faites. Voilà, donc là, le mieux, c'est de contacter à ce moment-là Guy et moi-même pour qu'on puisse trouver la bonne solution. Mais si on est là aujourd'hui pour présenter ce module, c'est bien qu'on le veut accessible au plus grand nombre. Donc, déjà, peut-être tu peux répondre directement, Philippe. Je vois qu'il y a une question d'une personne de Unilassal. Donc, je ne sais pas, Unilassal, comment c'est par alors, rapport Unilassal est membre du consortium, effectivement, donc, bah, mais c'est une n'est bonne pas nouvelle. copropriétaire de ce module. Donc, dans la formation initiale, Unilassal peut l'utiliser parce qu'ils sont membres du consortium. Voilà. Alors, il y avait une autre question importante sur la façon de pouvoir ajouter d'autres process. Donc là, c'est La question de Valérie. Oui. la question de Valérie. Est-ce qu'il est possible d'accéder, est-ce que c'est envisagé d'aller vers d'autres process? Alors, dans le principe, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut les moyens pour le faire. Hein. Ce sont les moyens qui manquent. Voilà. Là, je vais en profiter pour répondre aussi à la question de Jean-Philippe Steyer, en même temps que je remercie d'être là. C'est pour faire Mestral, outre les contributions de mes collègues, hein, donc qui répondront sur le temps qu'ils y ont passé. On a eu, grâce au projet ANR, un ingénieur, bon, c'est Yohann Toutou, qui est à la fois ingénieur en connaissance, ingénieur des connaissances et puis informaticienne, et qui s'est bien mis à ça. Et on l'a eu à temps plein pendant 3 ans. Allez. Donc voilà, ça donne déjà un nombre d'heures.
Moi, après, pour compléter, donc ce que je veux dire, c'est que si on doit rajouter les modules, il faudra qu'il y ait voilà, une personne qui le fait, qui s'y met, qui rédige, qui fasse les cartes, qui fasse les feuilles de connaissances en collaboration, quoi. Mais je pense pas que, enfin, nous, tels qu'on est là, réunis, on ne peut pas le faire, en fait. Je veux dire, sur nos temps personnels. Je ne sais pas ce que Christian et Valérie en pensent. Voilà. Et je leur laisserai la parole, mais je voudrais compléter la réponse à Jean-Philippe en lui disant que les moyens nécessaires pour ça, donc en plus du CDD ANR, des 3 ans du HANA, c'est environ 7000 heures. Alors c'est énorme, hein, 7000 heures bien sûr. Hein. Après, si on rapporte 7000 si on rapporte 7000 aux 150 heures qu'on a produites, on est largement meilleur que le taux qui est prévu. Moi, quand j'avais fait la biblio sur les MOOC, alors d'accord, on n'est pas sur un MOOC exactement, mais on n'en est pas loin dans sa forme. Hein. C'est plutôt de l'ordre de 1%, en fait, hein, aux 100 heures pour faire 1 heure de MOOC. C'était un peu le. Philippe connaît mieux le sujet que moi, donc il pourra compléter aussi. Mais d'ailleurs, bon, et puis maintenant, il est disponible, et puis c'est ce qu'on essaie de faire d'ailleurs aujourd'hui, il est disponible pour des tas d'établissements. Ça Oui. répond à ta question, Jean-Philippe? Jean-Philippe, il pourra répondre dans le chat, s'il ne peut pas répondre directement par le son, mais il va y répondre dans le chat. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'effectivement, ça demande beaucoup de temps, hein, la production de ressources numériques, mais ça veut dire que il faut raisonner ces ressources numériques dans une diversité d'usages pour que l'amortissement de l'investissement soit suffisamment important. Ce qui pose problème, parce que comme disait Christian tout à l'heure, quand on est en présentiel, on refait son cours chaque année. Et quand on est en distanciel, quand on utilise des ressources numériques, il y a de l'ingénierie technique dans la production de ressources qui mobilise des ingénieurs spécialisés. Donc, et là, donc, moi, j'ai 2 types de réponses parce que effectivement, il faut que les enseignants, je veux dire, il y a une pérennité qui peut être limitée des cours en ligne. Je pense que sur ce type de connaissances, c'est moins le cas que dans d'autres cas. Et donc, pour éviter ces pérennités, il faut pouvoir maintenir les ressources. Et donc, pour cela, il y a 2 solutions. Soit effectivement, l'enseignant, il a dans son environnement un ingénieur pédagogique qui peut l'aider pour pouvoir faire ce travail-là. Maintenant, de plus en plus d'établissements la majorité d'établissements, surtout avec la période que l'on vit actuellement, ont recruté des ingénieurs pédagogiques et qui sont là pour accompagner les enseignants. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est le fait, et c'est pour ça qu'on est là devant vous, c'est le fait de diversifier les usages pour pouvoir faire en sorte, et y compris en formation continue, de manière à faire en sorte qu'il y ait un revenu, c'est-à-dire qu'il y ait des ressources autonomes de ces cours auprès des gens, parce que nous, tout le consortium a investi dans ce projet. Vous, en tant qu'enseignant ou en tant qu'établissement, vous voulez les utiliser, l'idée, c'est que vous contribuiez d'une manière ou d'une autre. On est en train d'étudier les différentes possibilités, hein, ne serait-ce que par une petite adhésion annuelle, une sorte de petit abonnement, de manière à ce que ça fasse vivre ces ressources et qu'il y ait des moyens financiers pour qu'on puisse payer des gens, comme on l'a fait pendant les 3 ans, sachant que ce projet-là n'est pas prévu pour être subventionné tout le temps. Donc voilà, j'espère que ces réponses vous conviennent. Alors, il y avait une question importante autour des évaluations. Donc là, peut-être Valérie et Christian, sur la question, est-ce que vous êtes satisfait des modalités d'évaluation ou est-ce qu'il faut qu'il y ait des évaluations autonomes en présentiel ou autres pour garantir l'acquisition des connaissances ou des compétences? C'est lié un tout petit peu à la question précédente, parce que les questions telles qu'elles sont dans le module, elles sont figées. Une fois qu'on sait les réponses, on le sait, le monde entier le sait. Donc, on peut l'évaluer une fois de manière certificative. Après, voilà, si on veut avoir des questions qui soient plus difficiles à contourner, on va dire, il faut les faire évoluer sans arrêt. Oui, c'est ça. C'est clair qu'il faut en permanence faire évoluer les évaluations comme les contenus s'il y a des évolutions dans les connaissances produites.
Valérie? Je confirme que effectivement l'évaluation qui est en ligne ne me sert pas d'évaluation pour mes étudiants. Je suis obligée de la construire après coup. Ce qui pourrait être bien en évolution possible, c'est effectivement pour avoir des tests d'auto-apprentissage qui soient un peu évolutifs et qui correspondent pas tout le temps un petit peu aux mêmes questions. Il faudrait avoir un pool, une banque de questions, et en fait on vient piocher 10 questions parmi un pool de 150 et on peut créer comme ça des tests de fin de module qui soient un peu plus aléatoires et un peu moins prévisibles pour les étudiants. Ça serait bien. Mais non. Ok, alors, Il Johanna, y a plein de réponses de Johanna, alors si tu peux lui donner la parole un petit peu, je pense qu'elle le vaut bien. elle ne m'a pas donné son feu vert, Johanna, mais bon, je suppose que c'est oui. Dans ce cas, et effectivement, on va donner la parole à Johanna. Voilà, Johanna, tu as la parole, mais ouvre ton micro et commente les réponses que tu as faites, s'il te plaît. D'accord, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, très bien. D'accord, bonjour. Alors, pour la... On n'a pas ta photo, on ne voit pas si tu vas bien. Ça va très bien, ouais. Merci. Alors, pour l'accompagnement, donc effectivement, c'était 3 ans, mais c'était pour les 15 modules pédagogiques. Donc, voilà, il faut prendre ça en compte. Tout était en parallèle. Voilà. Et pour l'évaluation, donc il y a 2 tests d'évaluation. Il y a un test préalable pour le prérequis finalement. Donc, c'est une évaluation toujours de type QCM. En prérequis, c'est 10 questions pour voir un peu le niveau qu'on y rentre dans le module. Et il y a une évaluation à la fin, donc une évaluation des acquis, toujours un test QCM, mais avec 20 questions, effectivement, elles sont figées. Donc on pourrait imaginer sur Moodle un choix d'une pool de questions, mais pour le moment, c'était figé parce que l'objectif initial n'était pas une certification. Donc on n'était pas parti sur une certification, on était parti juste pour une évaluation. Et voilà, et toutes ces questions-là, ils ont une réponse unique avec un feedback immédiat, donc on leur donne tout de suite la réponse. Et une petite précision, donc pour les tests de prérequis, la note de test ne conditionne pas l'accès au cours, disons au livre de connaissances, donc ils peuvent avoir 0 sur 10, et ils peuvent rentrer entrer dans le cours. Donc voilà, il n'y a pas d'élimination préalable en fonction du niveau qui est testé. Voilà ce que je voulais dire. Donc, si Merci. Ils peuvent rentrer dans le cours et en ressortir vivants aussi. Merci, Johanna. Donc, moi, j'avais une question à Valérie pour repréciser un peu la façon dont peuvent être utilisés ces modules, ces différents process. Enfin, je ne sais jamais si on dit un module, un parcours, c'est un peu un parcours quand même avec les 15 process. Quelles sont les conditions pour que des étudiants, par exemple, de BTS en agroalimentaire, puissent utiliser avec leur enseignant ces modules? Parce que c'est un des publics qui pourrait être intéressé par ces modules, mais j'ai bien compris que le niveau de connaissance était parfois un peu compliqué. Et donc, du coup, comment ça pourrait se faire, puisque tu l'as utilisé en DUT? Moi, je préconise le présentiel, en tout cas pour démarrer, peut-être sur 1 ou 2 livres de connaissances. Le présentiel avec en fait le format TD un peu classique, c'est qu'on leur donne un énoncé et on les guide un petit peu dans leur progression dans le livre de connaissances en posant des questions, voilà, expliquer ce que c'est sur le module emballage, expliquer ce que c'est que la loi de Fick, quels sont les paramètres déterminants du transfert, etc. pour les mener petit à petit à raisonner sur l'aspect emballage, comment bien maîtriser et comment choisir un emballage qui soit adapté au produit. Alors, les guider parce qu'en fait, les laisser comme ça explorer le livre tout seul, je pense qu'ils peuvent s'y perdre en fait, et pas forcément, effectivement, Christian le disait, récupérer la connaissance vraiment importante. Ils vont peut-être se perdre dans des détails. Ils ont besoin d'un guide en fait, je pense. Donc voilà. Ok, un peu ce que j'ai ressenti moi. En tout cas, sur des bac plus 2, bac plus 3 également. Je suis tout à fait d'accord avec ça, bien sûr. Je pense qu'on peut s'aider, enfin, c'est peut-être d'ailleurs ce que tu avais fait, Valérie ou Christian, c'est les questions que vous étiez forcés de poser. C'est-à-dire qu'effectivement, face à un L2, BTS, peu importe,
on peut dire de traiter qu'une seule question sur les 5-6 qui sont posées et puis tracer le parcours, quoi, en fait, à ce moment, en expliquant chacune des ressources à laquelle on fait appel. On refait notre parcours, effectivement. On n'utilise pas celui qui est proposé. Alors, vraiment, le gros avantage pour nous, c'est l'accès au simulateur. Alors, c'est clair que ces simulateurs, ils font appel quand même à de la connaissance et derrière des outils de modélisation, des équations qu'on n'ira jamais étudier en détail avec des DUT ou des licences. Et donc là, ça leur permet d'utiliser des outils, d'étudier des effets sur des procédés, des paramètres procédés, sans forcément avoir à programmer derrière les équations qui fait peur à l'étudiant en Bac plus 2, donc notamment en BTS, je pense que ça doit être la même chose. Voilà, donc c'est vraiment un outil très puissant, c'est simulateur que l'on peut utiliser en présentiel, en TD, avec des groupes d'étudiants. Ouais. Ok, merci. Ça, je pense que effectivement cette réponse est importante parce que ce n'est pas que des connaissances, il y a aussi des capacités méthodologiques en comprenant les possibilités de variation des résultats de process en fonction des variables qui sont dans le process, quoi. Donc, je pense qu'effectivement, c'est important. Et une autre question, je vois qu'on a encore quelques minutes. Je vérifie. Si je peux me permettre, juste pour compléter, je pense qu'a dit Valérie, c'est vrai aussi pour les Bac plus 4, Bac plus 5. Moi, j'ai fait ça avec des masters à la fois français et puis internationaux, et ça s'applique également. Donc, ils peuvent aussi être perdus, ils peuvent aussi être… D'accord. Et notamment, ils n'ont pas spécialement forcément d'affinité pour les équations et les formalismes mathématiques en général. Oui, donc toutes les fiches de connaissances sur les équations, il les saute, il faut le savoir. Donc, oui, bon. mais on peut très bien imaginer effectivement qu'il y ait des parcours qui soient définis par des enseignants et pour lesquels il peut y avoir des évaluations spécifiques de l'enseignant, y compris en ligne d'ailleurs, puisque les enseignants ils peuvent utiliser différents outils. Et donc, moi j'avais une dernière question, c'est sur le parcours. Est-ce que vous, en tant qu'enseignant, vous allez utiliser l'ensemble du parcours au sein de l'équipe pédagogique, parce que je comprends bien que vous n'êtes pas spécialisé de tous les process, mais au sein de l'équipe pédagogique dans une formation d'ingénieur ou de master ou de DUT, est-ce que vous allez utiliser les différents modules de process ou vous limitez à 1, 2, 3? Christian ou Valérie? Et ou Valérie? Je peux dire que, notamment dans les masters internationaux, on a des gens d'origine très très différentes au niveau parcours académique, je veux dire, et qui ont donc des bases assez diverses. Et donc on peut leur conseiller certains modules pour acquérir des bases en transfert de matière, en transfert de chaleur, des choses comme ça. Ça on l'a déjà fait. Des gens qui ont fait plutôt sciences des aliments, plutôt nutrition, qui arrivent dans un enseignement un peu procédé, on leur conseille certains modules à étudier par eux-mêmes pour se faire un peu des bases. Ça, on l'a déjà fait. D'accord, c'est plus en approche prérequis, quoi. Oui. Ok. Valérie? Non, nous, on a déjà utilisé plusieurs livres de connaissances dans nos formations. Je pense que tous, potentiellement, peuvent être intéressants. Après, on ne pourra pas tous les faire en présentiel, et puisqu'on a vu qu'on devait guider un petit peu les étudiants, que nous, c'était un peu l'aspect simulateur, l'aspect pratique qui nous intéressait. Ça, on ne peut pas le faire pour tous, parce qu'il y a quand même beaucoup d'outils, donc on choisit, quoi, en fonction de ce que l'on veut développer. Et donc, moi, j'ai un enseignant de l'IT qui en a utilisé un. Donc, je lui avais dit, ça existe, il y a un truc sur le séchage, donc il l'a testé. Et il n'avait pas contribué au départ, mais il a trouvé ça très bien. Ouais. Ok, oui, et justement, c'est une question peut-être complémentaire. Il y en a une autre là de Magali Weber, je vais la poser. Une question complémentaire sur la difficulté d'utiliser un module de formation, un des modules de Mestral sans y avoir contribué. Est-ce que on sait très bien que les enseignants ont un peu de mal à utiliser des ressources qu'ils n'ont pas produites par eux-mêmes, hein, on le voit globalement dans le projet Green Camp. Est-ce que vous le vivez même à l'intérieur de votre parcours thématique ou pas? Moi, personnellement, j'aime bien utiliser les modules des autres. Hein, mais bon, c'est mon avis personnel. Je trouve ça bien. J'apprends des choses, des façons d'aborder des connaissances et des compétences que j'aurais pas fait forcément comme ça. Donc, je trouve ça très bien. Mais bon.
C'est mon retour personnel. Christian, tu partages ça ou… Oui, déjà, lors d'un séminaire vers la fin du module, on a eu l'occasion d'explorer tous un peu les modules des uns des autres. Ça faisait partie du cahier des charges. Donc là, je trouve que c'est très bien parce qu'au moins on sait ce qu'il y a dedans et comment les autres personnes s'y sont prises. Moi, personnellement, je n'ai pas utilisé un module dans un parcours complet, mais j'ai eu des étudiants qui me posaient des questions sur tel ou tel procédé et je les orientais vers certains modules. Ok, oui, en fait, il y a une multiplicité d'usages possibles. Et c'est bien l'objectif de ces modules qui associent recherche et enseignement supérieur. Donc, une dernière question de Magali sur le nombre d'usagers du module Mestral. Alors là, ce nombre, il évolue en permanence. Ce que je peux dire, c'est que la période actuelle de pandémie nous a donné des usagers qui n'étaient pas attendus. Alors, essentiellement, pour l'instant, dans les formations initiales des écoles ou universités membres du consortium, puisque nous sommes dans une période de test. Le projet à Green Camp se termine en décembre et donc la mise à disposition de ces modules de formation n'est pas encore engagée auprès des non-membres du consortium. Et donc, c'est pour ça aussi que ces modules sont présentés dans des webinaires de manière à faire connaître ces modules pour qu'on puisse ensuite les mettre à disposition d'autres établissements français et étrangers. Et donc, en version française. Et normalement, on a un partenariat avec l'Afrique du Sud qui devrait faire en sorte qu'on aura une version anglaise en fin 2021. Voilà, donc le chiffre exact, là, je ne peux pas le donner parce que je vous dis, on est, bon, je ne sais pas, sur Mestral, ça doit être dans les 400 ou 500 personnes qui ont testé. Guy ? Oui, je veux juste apporter une petite précision par rapport à ça, c'est qu'on demande aux gens qui le testent ou qui vont dessus de remplir le questionnaire à la fin. Bon, il y a une vingtaine de questions, je ne dis pas que ça se fait en 2 minutes, hein, bien sûr, mais justement, ça c'est important par rapport aux améliorations qu'on peut faire et par rapport au recensement qu'on peut faire et répondre plus précisément à cette question d'ailleurs. J'ajoute aussi que, comme le disait Christian, sur l'auto-formation, l'auto-utilisation, les étudiants qui arrivent en doctorat ou des choses comme ça, on peut les lancer là-dessus sans problème. Au contraire, c'est presque une démarche d'initiation à la recherche et à la recherche bibliographique en particulier. Merci beaucoup, merci à tous les trois, merci aux participants. Nous arrivons à l'heure, on démarre à l'heure, on termine à l'heure dans ces webinaires parce qu'on sait qu'entre midi et 2, il y a des gens qui redémarrent à 14 heures. Donc, encore un grand merci. Comme je l'ai mis dans le chat, ce webinaire sera accessible en vidéo dans quelques jours sur la playlist de la chaîne YouTube d'Agrinium. Donc, vous pourrez y accéder et vous pourrez faire connaître autour de vous. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter pour toute autre question. Ah, je vois une 16e question qui est arrivée. Alors, est-ce que c'est une question Ah non, c'est Pierre-André qui dit merci. Donc, tout va bien. Bonjour à Pierre-André Maréchal, qui a été aussi un des contributeurs du parcours Mestral. À bientôt. Encore merci et à une prochaine fois, la semaine prochaine, on parlera d'un autre module. J'ai oublié lequel, mais vous pouvez aller sur la page les webinaires pédagogiques d'Agrinium et vous pouvez vous inscrire pour le prochain webinaire du lundi. À bientôt, au revoir, merci à tous et à la semaine prochaine. Bye. Au revoir. Merci.